nos parents, nos grands-parents ont vécu des épreuves et on peut en hériter. Moi, j'ai vu des trucs, Antoine, hallucinants, où simplement le fait de dire c'est terminé, je porte plus le fardeau de mon père, ça s'arrête. Et on découvre là que on est, comme tu l'as dit, une centrale d'énergie, une centrale nucléaire d'énergie. On possède une force dingue qu'on peut retrouver. Quand on réalise ça, le choc, il est gigantesque. Ça signifie que on peut repenser sa vie amoureuse. J'ai pour habitude d'expliquer ça sous la forme de tsunami émotionnel. J'ai mené deux années de travail journalistique sur la question suite à la mort d'une de mes meilleures amies. Qui est morte d'épuisement après le harcèlement de son mari. Donc, relation toxique, plus. Pourquoi, face à la violence sexuelle, physique, morale, certaines personnes n'arrivent pas à partir? Cette énergie, elle est prise par l'autre. Bonjour Natacha Calestrémé. Bonjour Antoine, ravi d'être là. Mais c'est un immense honneur que tu sois là. Je dois te dire que je préparais l'interview il y a 2 jours à Paris et je recherchais la couverture de ton dernier livre et 3 bus sont arrivés avec des immenses publicités de ton livre juste devant moi au même moment. Ce qui est extrêmement bizarre d'avoir la réponse à une question sur son smartphone, de l'avoir en physique juste devant soi. C'est rigolo. Ton nouveau livre s'appelle Comment trouver ma place. Comment est-ce que tu expliques, toi, avant qu'on parle d'amour et de sujets plus personnels, comment est-ce que tu expliques qu'on est dans une société aujourd'hui où on a l'impression que tout le monde a perdu sa place? J'ai perdu ma place, je ne sais pas si mon travail est le bon, je ne sais pas si mon mari est le bon, je ne sais pas si je suis célibataire, qui est-ce que je dois trouver, je ne sais pas si mes amis sont les bons, je ne sais même pas si je dois rester dans ma ville, dans mon pays. Qu'est-ce qui fait que tout le monde perd sa place aujourd'hui? La question de la place, elle concerne tout le monde, même quelqu'un qui réussirait sur le plan professionnel, amoureux, financier. Il y a quelque chose potentiellement à l'intérieur de lui qui le rend pas forcément heureux par rapport à certaines choses, et notamment au niveau de l'enfance. Peut-être une mère ou un père qui l'a pas regardé autant que son frère ou sa sœur et quelque chose. En tout cas, la question de la place, elle est centrale, mais à travers les recherches journalistiques que j'ai menées pour mes livres, je me suis rendu compte que le point essentiel, c'est que si on incrimine l'extérieur, la société, les gens, on se trompe de cible. En fait, si on ne se sent pas bien dans son travail, si on ne se sent pas bien dans son couple, qu'on hésite, ou que on ne se sent pas bien chez soi, quelque chose, où on ne se sent pas en adéquation avec le monde qui nous entoure, c'est finalement un message. Pour nous, j'ai pour habitude de dire une épreuve est un cadeau mal emballé. En fait, c'est un cadeau parce que ça nous montre quelque chose qui peut être réparé. En fait, pour être en harmonie avec les autres, il faut être en harmonie avec soi-même. Et parfois, il y a des choses à l'intérieur de soi, on n'imagine même pas qu'elles impactent notre vie parce qu'on n'en a pas conscience. Alors, il y a des choses que tout le monde sait. Ce qu'on a vécu dans la petite enfance peut impacter notre vie. Exemple, si on s'est rendu compte que si un de nos parents est très autoritaire, qu'il y a beaucoup de disputes et que finalement le fait d'être pas à notre place, d'être invisible, bah, ça permet de ne pas prendre de coups, entre guillemets, psychologiques. Si le fait de, comment dire, que nos parents nous instrumentalisent et regardent ce que ta mère me fait et va dire à ton père, etc., on perd notre place d'enfant. Donc, les choses qui se passent sur la petite enfance créent des croyances limitantes. Je ne suis pas digne d'être aimée. De toutes les manières, l'amour, le vrai n'existe pas, parce que j'ai vu mes parents s'écharper. J'ai un rôle de soignant de mon père ou de ma mère, donc quelque part, j'ai pas d'espace pour quelqu'un qui viendrait, un homme ou une femme. Et donc, tout ça, ça crée des croyances limitantes qui peuvent nous freiner et dont on n'a pas forcément conscience. Bonne nouvelle, on peut complètement s'en libérer. Alors, pour ça, il y a plein de thérapies extraordinaires. Psychanalyse, aller voir un psychologue. Il y a toutes les méthodes psychocorporelles qui permettent, qui sont généralement des thérapies courtes, sophrologie,
hypnose, les praticiens en EMDR, en EFT, qui sont des techniques en fait qui stimulent le corps en même temps que des phrases qui sont prononcées et qui permettent de nous en libérer. Il y a des études scientifiques sur ces méthodes qui prouvent que ça fonctionne très bien sur les traumas. Il y a eu des études sur les vétérans de guerre et ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, toutes ces techniques, elles fonctionnent très très bien. Alors moi, je suis allée chercher en tant que journaliste des énergéticiens, des chamans, voilà, pour les magazines pour lesquels j'écrivais, pour la télévision, des personnalités comme ça, un petit peu out of the box, un peu hors du commun. Au départ, c'était juste pour écrire un article sur eux. Puis je me suis rendu compte, quand ils ont partagé leur technique, qu'il y avait quelque chose qui était intéressant. Et en fait, il a fallu que je sois moi-même impliquée par ces problèmes-là pour que je les mette en pratique, que ça marche pour moi, que ça marche pour mes proches, pour que je fasse des ateliers pendant plus de 3 ans où le corps médical, médecins, infirmiers, psychologues, psychiatres sont venus se former pour que je me dise, là, il y a vraiment quelque chose et que je le partage dans mes ouvrages. Avant qu'on parle de ce que tu as vécu de ton histoire, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif. C'est quelque chose que je ressens, c'est quelque chose que tu décris très bien. On a l'impression que le problème est à l'extérieur, ce qui est peut-être le cas au passage, hein, que la société part en vrille et le travail se fait à l'intérieur, une espèce d'ambivalence sur mon ressenti, c'est que le monde va mal et finalement je dois travailler sur moi. Est-ce que le monde va vraiment mal et est-ce que la réponse est réellement de travailler sur soi? Bon, on va pas se mentir, le monde, il y a des fois, c'est Le quand monde n'est même un pas au peu top. chaud. Mais j'ai envie de dire que tout le monde, je crois, aurait pu dire ça à sa propre époque. Alors, il y en a qui ont vécu des guerres, il y en a qui ont vécu des famines, il y en a, bon. Donc, on a tous vécu, on vit des choses, et je crois beaucoup, parce que je pense que je suis résolument optimiste, mais je crois beaucoup en la capacité de l'homme et de nos enfants à réinventer le monde. Mais c'est super, Antoine, que tu évoques à nouveau les choses de l'extérieur par rapport à l'intérieur, parce que l'autre point, et je pense que les gens n'ont absolument pas, enfin, souvent, moi en tout cas, je n'avais pas conscience de ça avant que je me penche dessus, c'est qu'il y a effectivement le passé, et puis il y a tout ce qui est transgénérationnel, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes, parfois nos arrière-grands-parents ont vécu des épreuves, ils n'avaient pas des outils pour s'en libérer, et on peut en hériter. Et ça, ce sont des travaux qui ont été menés par Jung, par Freud, par Moreno, par Anne Ancelin-Schutzenberger, qui est une psychologue de renommée internationale qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question et qui a prouvé ces loyautés familiales, c'est-à-dire que parfois, quand quelqu'un a vécu quelque chose de difficile, eh ben, un des enfants, ou les petits-enfants, ça peut sauter une génération, peut en hériter. Et pour revenir à la société, à un moment donné, les gens, euh, ils ont, et encore aujourd'hui, ultra réagi en disant, j'en ai ras-le-bol d'être sous contrainte. J'en ai marre, je suis en colère, j'en ai marre qu'on me dicte ce que je dois faire, et mettez un masque, et faites ceci, et ne faites pas ça, et ça c'est interdit, etc. Et les gens en avaient ras-le-bol. Bon. Et je leur disais, cherchez dans votre famille qui a souffert d'être sous contrainte. Bien sûr qu'un grand-père qui a fait la guerre, il a été sous contrainte. Évidemment. Bien sûr que nos mères, nos grands-mères, bien sûr qu'elles ont été sous contrainte. Parfois nos pères et nos grands-pères, parce qu'il ne faut pas oublier les hommes. Et c'est bien que tu m'invites à évoquer ça. Moi, j'aime bien les discussions avec les hommes parce qu'on a tendance à oublier. Moi, je sais que, par exemple, on va parler de l'amour, mais autour de l'invisibilité dans le couple, on parle souvent des femmes. Moi, j'avais 2 hommes dans ma famille qui étaient complètement invisibles en amour, quasiment privés de leurs droits parentaux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de s'occuper des enfants. Et c'était dramatique pour eux. Et donc, ce lien transgénérationnel qui a été prouvé ensuite par l'épigénétique, eh bien, finalement, on peut s'en libérer aussi avec des rituels, ce que j'expliquais tout à l'heure, des rituels chamaniques énergétiques que j'ai transformés en protocole. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des choses dans le passé dont on peut se libérer, il y a des choses qui sont héritées dont on peut se libérer. Et si ce que je vis mal aujourd'hui,
était une opportunité pour ouvrir les yeux sur mes blessures et des blessures héritées. Moi qui suis un scientifique de formation, qui ait du mal à… Les énergies, je vois très bien ce que c'est, hein. Le transgénérationnel, l'épigénétique, j'ai mis ça et à mon grand tort pendant très longtemps dans trucs de rigolo, etc. Je vois, pas au quotidien, mais chaque semaine, des exemples flagrants. Une femme qui a des contractions au troisième mois, qui a mal à son ventre, alors qu'en fait, l'arrière-grand-mère, au même nombre de jours pile en étant enceinte, avait la même chose parce qu'il se passait quelque chose dans sa vie. Et on est programmé par nos parents, par nos grands-parents, peut-être même jusqu'à une lignée qui est très grande, et aller retrouver ça donne vraiment du sens. Ce n'est pas que une question de circonstances. On pourrait se dire, bah voilà, je suis une femme de 40 ans, célibataire, Roger m'a quitté, je souffre comme ça. C'est-à-dire que, vu au microscope, on pourrait se dire, c'est juste du fait de ce qui s'est passé techniquement ces derniers jours ou semaines. Si on regarde sur plusieurs générations, il y a un sens à pourquoi est-ce que j'ai choisi Roger, pourquoi est-ce que je souffre aujourd'hui, quelle est ma place, etc. Mais absolument. Et je pense que les médecins de famille aujourd'hui, honnêtement, ils ne peuvent pas dire autre chose que oui, j'ai suivi toute la famille et il y a des choses qui se rejouent effectivement avec parfois des dates. Moi, je me souviens d'un cas d'un homme qui me disait pratiquement tous les 2 ans, je perds ma société. Je crée quelque chose et bim, ça s'écroule. 18 mois, il y a une façade d'un immeuble qui doit être fait, je suis dessous, on ne me voit pas, je capote. Deuxième fois, au bout de presque 2 ans, la rue a un problème au niveau du gaz, elle est bloquée pendant 6 mois, je perds mon truc. Troisième fois, confinement. Pratiquement au bout de 2 ans, à chaque fois, je perds tout. Et je lui dis, j'ai tout, je perds tout. Ça vous fait penser à quoi? Alors il me dit, bah, je sais pas, la grossesse. Je dis oui, c'est une bonne idée. Quelque chose qui partirait, voilà. Alors, je dis presque 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille à presque 2 ans? Et là, le type, il s'effondre en larmes. Et il me dit, j'ai appris il y a peu de temps, parce que ça aussi, c'est amusant. À partir du moment où on commence à travailler sur soi, il y a des infos qui viennent. C'est très troublant. Il me dit, j'ai appris récemment, j'étais persuadée que j'étais le premier enfant de mon père. C'est faux. Mon père a eu un premier enfant. Il a été dans une secte à un moment donné. Et le gourou de la secte a tué son enfant à force de le secouer à 18 mois, presque 2 ans. Il me dit, c'est horrible, etc. Et je dis, bah, écoutez, je vous propose, il y a plein de techniques, mais moi, je vous propose de faire le protocole, le 7+, avec cet enfant, qui permet de nettoyer, voilà, ces liens de souffrance, etc., avec cet enfant, et puis avec votre père, pour dire, votre père, il a certainement vécu de l'injustice terrible quand ça s'est passé, et vous le vivez aussi, votre problème financier et professionnel, avec beaucoup d'injustice. Travaillez sur cette blessure d'injustice en disant à votre père, dans le protocole, alors, quand les protocoles que l'on fait, on ne les fait pas avec la personne en face, on les fait seul avec soi-même et on imagine. Pourquoi, toi qui es scientifique, pourquoi ça marche? Moi, j'ai essayé de chercher un petit peu pour quelles raisons. C'est parce que notre corps, il est constitué de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi? Un atome, c'est 0,01% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Bon. Sauf que ce vide, la physique a montré qu'en fait, ce n'était pas du vide, c'était l'énergie et de l'information. Et d'ailleurs, notre corps, il est constitué de mitochondries, qui sont ces organites qu'on appelle les centrales électriques. Et donc, on est énergétique, centrale énergétique, et comme des… Oui, et on est constitué d'énergie. Et finalement, l'énergie, c'est ce qui fait avancer. L'information, c'est ce qui montre la direction. Et les protocoles, les rituels que je propose, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots, donc de l'information, dits avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, énergie, 99,99% de ce qui me constitue, et c'est pour ça que ça fonctionne. Moi, j'ai vu des trucs, Antoine, hallucinants, où simplement
le fait de dire c'est terminé, je porte plus le fardeau de mon père, ça s'arrête. Je vais te donner un exemple qui date de 3 jours. J'ai une amie qui vient à la maison, elle est couverte de psoriasis depuis, elle a 13 ans. Bon. Mais c'est rouge vif, comme brûlé. Mmh. Bon. Et c'est très embêtant parce qu'elle a une profession où on voit son corps. Bon. Donc et elle a le psoriasis derrière, enfin, elle en a partout, c'est terrifiant. Bon. Pour elle, particulièrement. Bon. Et je lui dis, dans notamment la médecine chinoise, mais énormément de pratiques, on sait que la peau est finalement en lien avec l'émotionnel douloureux, et notamment tout ce qui est blessure d'abandon, blessure de séparation. Bon. Je lui dis, psoriasis, dans une des lectures potentielles, c'est lié avec 2 séparations. Elle me dit, mais ça ne me parle pas du tout. En plus, j'ai fait un travail psy énorme sur la séparation de mes parents. Ah, je dis, bon, bah, il y en a au moins une. Oui, 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 j'ai beaucoup travaillé, mes parents quand ils ont divorcé, etc. Tout ça. Bon. Et je lui dis, tu sais, je connais quelqu'un qui, quand ses parents ont divorcé, eh bien, son père, elle l'a plus jamais revu. Et ça a été une double séparation. Elle me fait, bah, c'est mon cas. Elle me dit, mon père a cru que j'avais pris parti pour lui et je ne l'ai pas vu pendant 10 ans. Bah, je lui dis, bah, on en a 2 là. Elle me dit, bah, écoute, oui, c'est incroyable. Bon, moi, je te propose, c'est que tu fasses un protocole 6+, avec, donc protocole 6+, donc dans Trouver ma place, avec ton père, en disant que tu ne veux plus porter voilà, cette séparation, etc. Bon, voilà. Et régler les problèmes comme ça avec lui. Bon. Je vais te montrer. Attends. Elle m'a envoyé On son voit un peu. Oui, oui, on voit. bras qui était rouge vif le lendemain. Bon, voilà. Donc, c'est troublant de voir que quelque chose s'est passé comme ça. Et par rapport au transgénérationnel, en lui posant des questions, eh bien, elle m'apprend que sa mère a perdu sa propre mère à l'âge de 13 ans et son propre père 10 ans plus tard. Transgénérationnel. Donc, elle avait quelque chose à faire avec l'enfance par rapport à son père et quelque chose de transgénérationnel par rapport à sa mère. Et c'est pour ça que je propose plusieurs pistes, parce que c'est pas évident, faire le lien entre un psoriasis et la perte des parents de la mère. Franchement, le lien, il n'est pas évident, quoi. Bien sûr. Ce que je trouvais patent là-dedans, c'est que on vient de voir là, pendant le premier quart d'heure, qu'on peut penser que le monde extérieur est foutu, que qu'on a du mal à trouver sa place parce que le monde est compliqué et on se recentre sur soi. En lisant ton livre, Trouver ma place, Ouais. les 22 protocoles pour atteindre la sérénité, c'est 22 protocoles, on en reparlera un petit peu après, à faire seul ou accompagné. Ce sont des phrases à dire, des gestes à faire pour retrouver son énergie. Et on découvre là que on est, comme tu l'as dit, une centrale d'énergie, une centrale nucléaire d'énergie. On possède une force dingue qu'on peut retrouver. Quand on réalise ça, le choc, il est gigantesque. Ça signifie que on peut repenser sa vie amoureuse. On a des pistes, comme tu viens de l'évoquer, dans plein de domaines différents. On doit enquêter sur nous, finalement. C'est ça que tu préconises. Ouais, c'est Puis exactement les ça. guérir. C'est exactement ça. Et puis, chacun a son timing. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, qui viennent me voir en conférence et qui me disent, oui, j'ai parlé à mon amie de ça, 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 elle veut pas. Je dis, ben, c'est pas son timing. À un moment donné, ça sera évident. Et très souvent, les gens, quand ils viennent me voir en conférence, ils me disent, c'est marrant, ça fait 6 mois que j'ai votre livre. Bon, il me tient presque de cale, de cale, Le meuble. de meuble, voilà, tellement bon, il est à côté, mais je ne l'ai pas encore lu, ou je l'ai lu, mais je n'ai pas encore commencé les protocoles, etc. Et ils me disent, mais là, après votre conférence, bah, il y a comme un déclic. Et tu vois, je propose une tournée qui va avoir lieu à partir du mois de fin septembre là, de cette année dans toute la France, Je mettrai les dates en dessous pour qu'on puisse se retrouver. même aux États-Unis d'ailleurs. Bon, bref. Et ben, souvent, après ces conférences, il y a des déclics. Les gens. Et c'est marrant parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'hommes
qui viennent accompagner leurs femmes un peu contraints, forcés. D'ailleurs, c'est la blagounette. Je me demande souvent qui a été obligé de venir, et c'est les hommes qui lèvent la main. Bah, sinon, c'était divorce. Et à la fin, au moment de la dédicace, eh bien, ils achètent leur propre bouquin en disant non, moi, je veux avoir le mien. Tu vois, parce qu'il s'est passé quelque chose et ça leur a parlé. Et une fois, je me souviens, j'ai donné une interview avec un journaliste à la radio, et assez connu, et puis il me dit, c'est fou, parce que dans votre livre, vous proposez un auto-bilan, et en remplissant le tableau, je me suis rendu compte que à quelque chose près, je vis exactement la même vie amoureuse que ma mère. Elle me dit, j'ai 45 ans, je me suis jamais rendu compte de ça, quoi. Ce que tu dis, si on continue toute cette logique, ce que tu dis est extrêmement puissant parce que ça signifie par exemple que une personne qui serait dépendante affective devrait bosser sur elle, comprendre son transgénérationnel et faire ses protocoles pour retrouver son énergie et ne plus l'être. Ça signifierait aussi qu'une personne qui vit une rupture amoureuse pourrait la concevoir différemment à plein de niveaux différents. Se dire, bah, finalement, si je vis une rupture et si c'est si compliqué, c'est peut-être que je reproduis quelque chose de mon passé, peut-être que mon énergie n'est pas la bonne, ce qui pourrait expliquer la rupture, ou que je n'ai pas choisi de bon partenaire. Ça ouvre c'est pas ton livre n'est pas quelque chose qui est restreint, c'est quelque chose qui vient ouvrir à plein de pistes pour se réinventer différemment. Oui, c'est une opportunité d'ouvrir les yeux et de se réparer. Et, et j'ai envie de dire que ça ne s'arrête jamais, parce que moi, je découvre, à partir du moment où on est sur cette démarche-là, eh bien, finalement, tout est une opportunité pour se dire, je dois comprendre un message. C'est Jung qui disait, tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, il se réplique. Alors, il se réplique dans notre vie, et il se réplique aussi sur l'aspect transgénérationnel. Donc, j'ai pour habitude d'expliquer ça sous la forme de tsunami émotionnel. Un tsunami, c'est quoi? C'est une énorme vague, et après, on sait, il y a des répliques. C'est les petites vagues qui suivent, tu sais? Bon. Oui. Et ben, finalement, si on a vécu entre 0 et 9 ans, un tsunami émotionnel. Un tsunami émotionnel, quand on a entre 0 et 9 ans, ça peut être une gifle non méritée. Ça peut être quelqu'un, un parent qui nous dit, oh ben, ou un prof qui nous dit, bon, tu n'arriveras jamais à rien. On n'est pas armé. Ça peut être l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur alors qu'on était le centre du monde. Tout ça, ça peut être un déménagement. Ça peut être la mort d'un parent. Tout ça, ce sont des tsunamis émotionnels. Bon. Et on n'est pas outillé entre 0 et 9 ans pour le gérer. Bah, comme Jung le dit, bah, donc tant qu'on n'a pas compris le message, il se réplique. Et donc si par exemple, j'ai vécu quelque chose avec une très grande injustice entre mes 0 et 9 ans, ou une trahison par mon frère ou ma sœur qui a fait quelque chose qui fait que j'ai été punie. Bon, eh bien, si dans mon couple ou dans mon travail, je vis de l'injustice ou une trahison, bah, à partir du moment où on voit cela comme un message pour se réparer, oui, on accuse le coup, oui, on gueule, oui, on est en colère, tout ça, on a droit, il faut l'exprimer. Mais après ce moment de stupéfaction, de sidération, finalement, bah, se dire, OK, j'ai quelque chose à comprendre, potentiellement, c'est une réplique d'un tsunami émotionnel. Donc, la trahison, elle vient peut-être, ou l'injustice, mettre le doigt sur quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance et dont je peux me libérer. Et si ce n'est pas le cas, chercher dans ma famille qui a vécu de l'injustice et de la trahison. J'ai encore un exemple. Il y a une personne qui me dit récemment, sur le plan financier, je bosse comme une dingue, c'est pas l'éclate. J'ai l'impression que je ne touche pas ce que je devrais mériter. Ça va parler à beaucoup, beaucoup de gens, ça. Bon. Et je la fais parler, et je lui dis, bon, tes parents étaient pauvres? Pas du tout, je cherche sur le plan transgénérationnel, etc. Et je lui dis, et l'héritage? Elle me dit, mais l'héritage, oui. Je dis, est-ce que quelqu'un a été spolié? Elle me dit, ben, ma mère a été spoliée par ses frères et sœurs, elle n'a pas touché l'héritage. Je dis, donc tu vois, l'argent qu'elle devait récupérer, qu'elle méritait, elle ne l'a pas eu. Toi, l'argent que tu mérites par ton travail, tu ne l'as pas. Elle s'est mise à pleurer.
enfin pas pleurer, mais elle avait les larmes aux yeux. Je dis, l'émotion, quand elle vient, si les gens nous écoutent et qu'ils ont de l'émotion là, bingo, ça veut dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez touché un point clé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit protocole 6+, avec la personne qui a vécu ça, en disant, c'était ton épreuve, c'est pas la mienne, je refuse de la porter, ciao, bye bye, quoi. C'est terminé. Tu décris dans ce livre 22 protocoles qui permettent de se guérir, de se soigner, d'aller mieux, de retrouver son énergie. J'aimerais beaucoup qu'on aborde des sujets dans quelques instants de la dépendance affective, des ruptures amoureuses, de se sentir mal dans son couple, parce que c'est une chaîne qui a une thématique sur l'amour, et aussi des gens qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à trouver. Avant qu'on en arrive sur ces sujets amoureux, j'aimerais que tu nous partages un peu de ta vie et qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à ça. Tu es journaliste, réalisatrice, écrivaine, auteure de best-sellers, comme par exemple La clé de votre énergie et Trouver ma place, qui est traduit en 12 langues. Qu'est-ce qui s'est passé, Natacha? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Quelle est ton histoire personnelle ou de ce que tu viens nous partager qui fait que d'un coup, tu as eu cette révélation qu'il fallait que ça change et que ça arrive comme ça et que finalement, tu poses ces livres qui aujourd'hui transforment la vie de dizaines, de centaines de milliers de personnes sur Terre? Alors, en fait, bah, comme tout le monde, j'ai vécu un certain nombre d'épreuves qui se sont concentrées en 4 ans. Voilà, entre 2011 et 2015, les films que je proposais m'ont été refusés, les livres que je proposais m'ont été refusés. En tant que journaliste, voilà, je me retrouve au chômage, puis après, j'ai plus d'argent, puis après, je perds ma petite sœur, puis après, je perds ma meilleure amie. Puis dans mon couple, bah, du coup, c'est compliqué parce que je pleure tous les jours. Et puis, il y a des choses qui me rattrapent. Et sur le plan familial, c'est extrêmement compliqué. Et au bout de 4 ans, je finis, enfin, on va dire, ce périple catastrophique par une double hernie discale. Et donc, en fait, il y a tous les domaines de ma vie qui sont touchés. Je m'en rends pas compte, mais je suis au bord de la dépression et je vais ultra mal. Et à cause de la hernie discale, finalement, là c'est mon corps qui me rend service parce que comme je suis un peu bourrin, je ne me rends pas compte et je dis ça va, tout va bien. Je pleure non-stop, ça va, tout va bien, ça va. Et il faut que mon corps m'empêche de bouger, je ne peux pas, je ne peux rien faire, même allongé, j'ai mal, pour me dire non, bah non, tu ne vas pas, ma vieille, tu ne vas pas du tout. Donc je vais voir un médecin, parce que ça c'est non négociable, on va voir un médecin. Il me diagnostique ma double hernie discale. Et la chance que j'ai, Antoine, c'est qu'il ne guérit pas. Ça ferait aussi un bon titre de livre. Ouais, Tout le monde n'a pas la chance que le ouais, médecin ne trouve voilà. pas la cause. Ouais, quand un médecin ne guérit pas, quelque part, ça peut faire une évocation, parce que ça a vraiment fait une anecdote la mienne. Bon. C'est que, du coup, je me dis, mais il faut que je cherche comment arrêter de souffrir à ce point-là. Et je commence un travail journalistique de dingue, et où je me rends compte que l'émotionnel est au cœur de tout. Et la médecine de pointe, la psychoneuroimmunologie dit quoi? Elle dit le moindre stress crée une chute de notre immunité qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes. Finalement, s'il suffisait que les microbes, bactéries, virus existent pour qu'on soit malade, on serait tous malades tout le temps. Donc pourquoi certains sont malades et d'autres pas? Pourquoi un moment plutôt qu'à un autre? Parce qu'il y a une chute de notre immunité qui fait que on- voilà, on devient sensible. Et c'est Georges Canguilhem, un philosophe, qui dit la maladie est une tentative de l'organisme de rétablir une situation, de rétablir un équilibre dans une situation perturbée. En fait, j'ai été perturbée dans mes valeurs, dans quelque chose, etc. Et ça a créé un déséquilibre à l'intérieur de moi. Et la maladie, elle est là pour exprimer ce déséquilibre. Donc, en prenant conscience de tout ça, je me dis, il faut que je trouve, sur le plan émotionnel, ce qui m'a fait mal. Et je trouve facilement. Et je dis, comment je me libère? Et là, je me rappelle que j'ai interviewé des chamans, des énergéticiens partout dans le monde. Moi, je suis allée en Afrique, au Brésil, en Australie, euh, en Islande. Voilà. Donc, euh, du coup, je vais récupérer tous ces écrits que j'avais écoutés avec bienveillance, curiosité parfois un peu dubitative, en disant, j'ai plus que ça. Je mets en pratique et ça change ma vie et parfois comme ça. Notamment, je me souviens, je suis
à l'époque, je suis réalisatrice de films, j'ai 31 films pour la télévision, écrivain, donc journaliste, etc. Et on ne parle jamais de moi, je suis invisible. Et je réalise que ma grand-mère était complètement invisible, elle aussi. Et le jour où je fais un rituel chamanique que moi j'ai transformé en protocole pour que ça soit entendable, on va dire, et compréhensible par tous, le lendemain, je dis rien à personne, le lendemain, il y a RTL qui m'appelle pour un de mes livres sorti 6 mois plus tôt. Donc, il peut y avoir des fulgurances. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre en pratique pour moi. Ça va changer ma vie. Je vais croire à de la chance en me disant, c'est du bol. Mon mari, à l'époque, me dit, Natacha, écris un livre. Je dis, bah, non, je ne suis pas légitime. Et là, j'ai tout mon entourage qui me sollicite. Je suis journaliste. Pourquoi on me sollicite sur des problèmes? Ma fille a tel problème d'anorexie, mon fils a un problème de cœur. Bon, je partage ces rituels, ces protocoles, et ça fonctionne pour eux. Là, je me dis, bon, il y a un truc. Et donc, je vais, comme ça marche toujours pas à côté, je vais proposer des ateliers. Et là, c'est... Et j'ai des médecins qui viennent, et j'ai des psychiatres qui viennent se former, et j'ai des infirmiers qui viennent se former, des psychologues, etc. Et donc, c'est comme ça que du coup, finalement, je vais avoir un nombre incalculable d'expériences à partager et que je vais écrire en 2010, enfin, en 2019 et ça sera publié en 2020, La clé de votre énergie, donc qui va connaître le succès qu'on lui connaît. Tu parles de relations toxiques dans tes livres. C'est un sujet qui est aussi au cœur de tes préoccupations. Qu'est-ce que tu pourrais soit raconter sur toi, soit transmettre aux gens pour sortir ou pour ne plus entrer dans des relations toxiques ou pour se remettre d'une relation toxique? À partir du moment où on considère une fois de plus que la personnalité toxique est un cadeau mal emballé et que c'est une opportunité d'ouvrir les yeux sur une blessure, qu'est-ce qu'elle vient révéler de moi, cette personnalité toxique, cette relation qui me fait beaucoup de mal? Elle vient révéler une chose, et ça, merci de poser cette question, parce que c'est pour moi fondamental et essentiel dans mon travail. En fait, j'ai mené voilà, deux années de travail journalistique sur la question, suite à la mort d'une de mes meilleures amies, qui est morte d'épuisement après le harcèlement de son mari. Donc, relation toxique, plus. Bon. Et en fait, quand je m'intéresse aux relations de manipulation, d'emprise, de harcèlement, de toxicité, je lis les travaux qui sont menés notamment par Marie-France Irigoyen, qui est psychiatre et spécialiste de l'emprise, et puis des livres en psychotrauma, et je me rends compte en fait qu'il y a des processus qui sont extrêmement bien connus. La chance que j'ai, Antoine, c'est que en lisant ces manuels de psychiatrie, en même temps, j'interviewe des énergéticiens à l'époque. Et je vais faire le lien entre deux choses essentielles. Qu'est-ce que dit la psychiatrie? Si je vis, alors, si je vis de la toxicité, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la personne, elle n'a pas tout de suite été toxique parce que sinon on ne tomberait pas dans le piège. Bien sûr. D'accord? Donc, on ne serait pas débile à ce point-là. Donc, il y a le conte de fées au départ. C'est-à-dire que tu collectionnes les timbres de 1825, elle aussi, le truc de fou. Bon, il y a une espèce de faux miroir. La synchronicité, tu as l'impression d'avoir trouvé ton alter ego, une personne qui est géniale. Ah, t'aimes le jazz de 1941,5? Oui, bah moi aussi. Bon, le truc, les gens nous font parler pour faire un espèce de miroir après. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais c'est exactement ce que j'adore. Mais j'allais te proposer la même chose. Donc, il y a une espèce de miroir qui est faux, qui est une espèce de conte de fées, factice totalement. Et au bout d'un moment, la personnalité se révèle. Et il y a ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, c'est-à-dire euh, tu es jolie, c'est dommage que ce pantalon ne taille pas bien. Ce pantalon te va bien, c'est dommage que ça ne te va pas bien. Ça taille pas bien. Tu es jolie ce matin. Bon, quelque part, ça se dit, les autres matins, bon, tu vois, bon, il y a quelque chose de l'ordre de. Non, mais chez les amis, tu ne vas pas t'habiller comme ça, c'est mon fixime. Bon, tu vois, des trucs, tu te dis, waouh. Bon, donc, injonction paradoxale, on est perdu parce qu'il y a une alternance de choses positives et négatives. Après viennent les humiliations. Là, je parle des toxicités de plus en plus, l'humiliation non-stop, c'est-à-dire il n'y a même plus de côté positif, c'est que de l'humiliation.
Après, il y a l'isolement. Tes parents sont nuls, tes frères et sœurs sont nuls, ton boulot, il t'exploite. Tout ça pour isoler la personne et faire en sorte qu'elle soit seule et pas se rendre compte qu'elle est sous l'emprise. Après, comment dire, il peut y avoir, la personne s'attaque à notre propre sommeil en nous réveillant, etc. Bon. Tout ça, cette toxicité, eh bien, ça crée, donc je reviens au début, un phénomène de sidération. C'est nul. Bon. Deuxième étape, dissociation. C'est tellement dur que je ne suis plus dans mon corps. Quelque part, je regarde la situation comme si j'étais extérieure à moi-même. Ça peut arriver lors d'un accident de voiture. Ça peut arriver lors d'un papa et moi en divorce. Sidération, dissociation. Ping. Troisième étape, les psychiatres parlent de fuite mentale. On est incapable de penser, normalement, et c'est ce qui crée d'ailleurs aussi des amnésies traumatiques. Les personnes qui se font attoucher, violer, pourquoi elles s'en rappellent 30 ans plus tard? Parce que sidération, dissociation, fuite mentale. Bon. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Alors on se dit perte d'âme, qu'est-ce que c'est perte d'âme? C'est quoi? Ben, l'âme, c'est quoi? Si on enlève les préceptes religieux, l'âme, c'est ce qui nous représente, ce qui représente notre énergie vitale, notre façon de penser, notre confiance en soi, notre estime de soi. Finalement, cette épreuve, elle m'a privé de tout ça, de ma confiance, de mon estime, de mon énergie. Bon. Et les énergéticiens, donc je me dis finalement, psychiatres et énergéticiens disent la même chose, avec des mots différents. Et les énergéticiens, eux, ils amènent une solution. Je peux récupérer en fait, cette énergie. Les énergéticiens, ils partent du principe que l'énergie, elle se trouve donc à cet endroit-là, notre âme, voilà, au niveau du plexus solaire, qui est un des systèmes nerveux centraux. Bon, et cette énergie, elle s'échappe pour nous empêcher de devenir fous. En fait, notre corps, il essaie de nous protéger systématiquement. Si j'ai une grosse blessure, il va produire des endorphines pour m'empêcher de, comment dire, de mourir de douleur, que mon cœur explose de douleur. Face à quelque chose qui me tétanise, qui me sidère, ben le corps, il me protège aussi. Et il y a une partie de mon énergie qui s'en va de mon corps pour me protéger, pour m'empêcher de devenir fou de douleur. Et là, on a les personnes qui disent, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à prendre de décision, je suis vidée, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, tu disais au début. Je ne sais pas ce que je dois faire au niveau boulot. Je ne sais pas si mon mec ou ma nana, c'est le bonne. Je ne sais plus. Je suis comme vidée, il y a un truc, voilà. Et bien, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait hyper longtemps qu'il y a plein d'épreuves où il y a une partie de notre énergie qui est partie. Et ce qui est hyper rassurant, c'est que pour avoir rencontré des chamans au Pérou, au Brésil, au Cambodge, au Kenya, en Namibie, etc., ils disent tous la même chose, perte d'âme. Au Cambodge, ils parlent de ça, ils parlent d'un rappel d'âme, d'autres recouvrements d'âme. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, dans mon livre, c'est le protocole 5 qui permet de récupérer notre énergie suite aux épreuves qu'on a vécues, et on n'a même pas besoin de les citer, ces épreuves. Donc, s'il y a eu un déni, s'il y a eu une amnésie, eh bien, finalement, c'est pas grave, on va pouvoir la récupérer. Mais la chose, pour revenir à la situation toxique, là où ça se corse et là où c'est super intéressant, c'est que si une personne me déstabilise, il me déstabilise parce que tu as vu la tête qu'il a, il me déstabilise vraiment quand même. Hein, bon. Imaginons qu'il me déstabilise de dingue. Bon. Mon énergie, au lieu de partir, elle va être absorbée parce qu'en fait, lui, il a aussi des blessures et donc il va me déstabiliser pour récupérer mon énergie. On le sait, finalement, quand quelqu'un déstabilise quelqu'un d'autre, c'est qu'il va tellement mal que le seul moyen, finalement, d'avoir une meilleure estime de lui, c'est de rabaisser l'autre. Donc, là, mon énergie, elle va dans son corps. Et là encore, les psychiatres disent la même chose. Marie-France Irigoyen, elle parle de vampirisation inconsciente. Donc, tout à l'heure, tu as employé le terme dépendance affective. C'est un terme sur lequel je
pointe voilà, depuis longtemps, parce que dépendance Alors, on va affective. arriver dans un sujet. On s'est appelé il y a quelques jours pour parler de l'interview. Et je me suis dit que si un psychologue regardait ça, ça allait générer soit beaucoup d'intérêt, soit une réaction Non, épidermique par rapport à ce sujet, n- sur la dépense affective. Alors, parlons-en. je pense Et je- pas. Je pense pas, parce que toutes les personnes psychiatres, y compris à qui j'ai évoqué le sujet, sont d'accord. Parce que si tu veux, aujourd'hui, la dépendance affective, c'est un peu une étiquette qu'on te pose sur le front. T'en fais quoi? Je suis dépendant affectif. Et je repars avec mes valises de nuls, et j'en fais quoi? Et moi, une étiquette sur un front avec qui je peux rien faire, ça m'intéresse pas. Je crois pas. Les psychiatres, les psychologues, comment dire, ils font avec ce qu'on leur dit. Et aujourd'hui, les patients arrivent en disant, je suis dépendant affectif, et donc ils essaient de travailler là-dessus. Et moi, je propose simplement que le patient, il arrive avec un autre dialecte, une autre façon de se voir. Et les psychologues sont ravis de traiter les choses à leur manière, avec des mots différents. Donc, on parle tous quelque part, on a tous envie d'aider la personne. Donc, il n'y aura pas de conflit par rapport à ça, rassure-toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle un dépendant affectif? C'est quelqu'un qui pense sans arrêt à l'autre, et qui, au point que ça l'empêche d'aller voir quelqu'un d'autre, etc., etc. Bon. Et moi, quand je me suis intéressée à ce travail, c'est parce que j'avais des personnes qui me disaient, mais ça fait 18 ans que j'ai quitté mon mari, ma femme, je pense à lui tous les jours. Est-ce que ça veut dire que je suis encore amoureux ou amoureuse de lui? Pas du tout. À partir du moment, et ça, les psychiatres, moi, je venais discuter avec eux, ils me disaient, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, face à la violence sexuelle, physique, morale, certaines personnes n'arrivent pas à partir. Est-ce que c'est une forme d'habituation? Est-ce que c'est une forme à la douleur? Est-ce que c'est une forme de masochisme? Est-ce que c'est une forme de faiblesse? Moi, j'ai entendu plein de personnes dire, il suffit de dire stop. Non, non. Les personnes qui vivent ça savent que c'est pas possible. Pourquoi? Ils savent pas. Donc, et ma lecture, qui reste une hypothèse, elle est intéressante simplement parce que cette hypothèse permet de comprendre pourquoi les personnes ne réagissent pas, et apporte une solution. Qu'elle parle ou qu'elle parle pas, ça aide beaucoup, énormément de personnes. C'est que si la personne qui me déstabilise me prend de l'énergie, je vais d'ailleurs prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Tati Daniel me téléphone. Je dis, oh non, j'ai pas envie. Oh non, ah non. Et puis bon, j'ai bon cœur. Oui, Tati Daniel. Bon. Elle me dit, ouais, ta mère, machin, nanana, mes voisins, ils m'embêtent, nanana, mon chien va bouffer le canapé, nanana. Bon, je raccroche. Tati Daniel va hyper bien. Et moi, je suis Vampirisé. épuisée. Je dis, putain, je vais mettre 1 heure à m'en remettre. Excusez-moi pour le gros mot. Vol d'énergie. Donc, ça, on l'a tous vécu. On se fait engueuler par son patron, on rentre, je ne sais pas pourquoi. Je suis crevée. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai bien dormi. Vol d'énergie. Bon, ça arrive tout le temps. On est dans la société, il y a quelqu'un qui se fait agresser, on est choqué, vol d'énergie. Bon. Ce vol d'énergie, quand il est fait à répétition par une personne qui est censée nous aimer, un compagnon, une compagne, un père, une mère, cette énergie, elle est prise par l'autre. Quel est le lien que tu fais entre je comprends bien Tati Daniel, les pervers narcissiques qui te volent cette énergie, quel est le lien entre ceci et la dépendance qui fait que 18 ans après, on y pense encore? Si mon compagnon, appelons-le Alfred, n'a cessé de me faire des critiques et de ne pas être cool, à me déstabiliser sans arrêt, il m'a pris de l'énergie, vampirisation inconsciente. J'en ai ras-le-bol, je veux partir. Je dis, bon, salut, je te quitte. Ben, il y a une partie de mon énergie qui est chez lui. Donc, je pense à lui tout le temps. Si tu me coupes le bras et tu me dis, le truc est terminé,
et que je m'en vais, à un moment donné, je vais me dire, mais il me manque quelque chose. Et je vais l'interpréter, Alfred me manque. Et je vais encore l'interpréter en disant, j'aime Alfred. Et je vais me dire, je pense tout le temps à lui, je suis dépendant affectif. Non. On ne peut pas s'abandonner soi-même. Il y a une partie de mon énergie qui est plus à l'intérieur de moi. Et je Une partie de mon énergie qui est chez l'autre et je dois, typiquement avec un protocole, faire un protocole pour récupérer cette énergie et me la réapproprier par la suite. Et me la récupérer. Et moi, j'ai des personnes qui me disent, j'ai fait ça avec mes parents toxiques et j'ai trouvé l'amour. Parce que qu'est-ce que ça vient montrer, rencontrer la personne toxique? Si moi, j'ai une psychologue psychothérapeute, Patricia Serin, qui dit, elle a une image que j'aime beaucoup, elle dit, c'est comme si nous étions des arbres, et notre buste, c'est un tronc, et quand tu fais une entaille au niveau vertical dans un tronc, ça crée une béance. Ça, ce sont les blessures, ce sont nos failles, ça crée une béance à l'intérieur de nous, un trou à l'intérieur de nous. Et finalement, les personnes toxiques, qu'est-ce que c'est? Elles repèrent ce trou, cette faille à l'intérieur de nous, et elles tombent amoureuses de nous, parce qu'on a des valeurs, tout ça est bien, mais aussi parce qu'elles sentent qu'elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur de nous pour mieux nous manipuler. Donc finalement, si je rencontre une personne toxique, ça montre en miroir que finalement, j'ai perdu de l'énergie depuis longtemps et que cette personne m'aide à conscientiser, c'est pour ça, cadeau mal emballé, m'aide à conscientiser que le fait que j'ai perdu de l'énergie il y a longtemps et que je peux la récupérer. Et quand des personnes me disent, je tombe sans arrêt sur des personnes toxiques, le sort s'acharne, eh bien, quand j'expliquais tout à l'heure pourquoi finalement les questions que se posent les psychiatres par rapport à mon hypothèse, ça match, on comprend, c'est que pourquoi la personne n'arrive pas à quitter l'autre? C'est parce qu'on ne peut pas quitter sa propre énergie. Pourquoi? Il y a une deuxième question. Pourquoi la personne qui a fait le plus dur boulot, elle est partie? Au bout de moment, elle revient auprès d'Alfred parce qu'elle vient chercher l'énergie qui lui manque. Et donc, et pourquoi j'ai tendance à retrouver des personnalités toxiques? Eh bien parce que cette faille à l'intérieur de moi, ce vide à l'intérieur de moi, finalement, je suis repérable les personnalités manipulatrices, etc. Et donc, elles le sentent, elles sentent qu'elles vont pouvoir me manipuler. Donc, en fait, on n'est pas dépendant affectif. On est juste en perte d'énergie. Et on va pouvoir la récupérer. Et moi, je peux vous annoncer un truc, enfin, quelque chose, parce que ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des dizaines de milliers, c'est des centaines de milliers de personnes qui m'écrivent sans arrêt. J'ai encore reçu un message. Et regarde, j'ai reçu quelque chose, donc là, hier soir, je vais cacher le nom de la personne. Oui, je vais le lire. Donc, je tiens, avant de vous dire bonjour, à vous dire merci. Vous avez contribué, tout comme ma compagne qui m'a fait connaître votre livre de protocole, à changer ma vie. C'est incroyable, avec toute ma reconnaissance éternelle, Sylvain. Bon, un homme. Bon, des messages comme ça, j'en reçois sans arrêt, parce qu'en fait, les personnes, on a tous perdu de l'énergie, parce qu'on a tous vécu des épreuves. Est-ce que j'aimerais aussi qu'on parle du cas de figure. C'est un univers qui s'ouvre devant moi quand je te parle. Admettons qu'une femme sorte d'un long mariage d'une vingtaine d'années et elle regarde des pubs à la télévision, elle regarde des pubs dans le métro, en 4x3 dans la rue, et elle voit que les sites de rencontres sont une chose géniale pour l'aider à résoudre son problème, qui est de retrouver un homme et retomber amoureuse parce que son mariage est bel et bien terminé. Elle se met sur une application et elle se retrouve, c'est quelque chose qu'on me décrit très souvent, elle se retrouve en perte d'énergie, comme si l'application l'aspirait. J'ai envie de dire, même si tu restes 3 heures devant la télévision ou devant n'importe quelque chose qui t'abrutit ou devant les réseaux sociaux, ça va être pareil. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'épuisement intellectuel, de l'appauvrissement, de quelque chose qui fait que ça te renvoie finalement à ta condition. Et donc, c'est presque une humiliation que tu te sers à toi-même. Donc, tu t'auto-fais perdre l'énergie. En fait, ça contribue finalement à faire baisser l'estime de soi en disant je suis seule et donc je ne vaux rien et donc c'est nul, etc. Dans ce cas-là, moi, je dis là, j'ai fait un post sur mes réseaux là, il y a quelques jours. La solitude, elle est pas là pour rien. Elle est là pour peut-être reprendre confiance en soi, pour se dire mais finalement, j'ai une autonomie à retrouver. Il y a quelque chose où je dois me retrouver. Moi, c'est quelque chose que je vis actuellement.
je suis super contente de prendre conscience que retrouver ma propre autonomie, ma joie, je dois avoir ce temps où je m'occupe de moi, où je reprends possession de tout ce que j'avais mis de côté pour, quelque part, plaire à l'autre, rentrer dans la case, m'auto-saboter moi-même et donc renouer avec moi-même. Tu vois, je vais te faire une confidence. Avant-hier soir, j'ai bossé tard parce que je suis une grosse bosseuse et à minuit 5, j'ai écouté de musique. Je me dis, il faut que je la mette dans mon appli pour écouter. Je me suis mise à danser jusqu'à 2h30 du mat. J'ai dansé toute seule. Et c'était mais le bonheur. Je me suis couchée, j'étais contente, j'étais heureuse. Je me suis dit, mais j'ai dansé toute seule, c'est un truc que je n'aurais pas pu faire. J'ai mis la musique à fond, j'ai la chance de ne pas avoir de voisins. C'était la boîte de nuit, quoi. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Et retrouver cette autonomie, ce plaisir, finalement, renouer avec le pouvoir de soi-même, c'est génial. Et quand ça sera le bon moment, je retrouverai quelqu'un. Des périodes de J'ai vie. parlé, c'est marrant, j'ai une discussion à peu près similaire avec Sabrina Philippe, auteur il y a quelques jours, qui m'a décrit aussi son besoin parfois de se retirer, de danser, de prendre soin d'elle et de vivre ça avec grand bonheur. Est-ce qu'on pourrait, du coup, ça mène sur deux questions, dont la question que j'attends depuis très longtemps de te poser, c'est se retrouver seul, génial quand c'est le moment, se recharger en énergie. On pourrait avoir l'impression d'un iPhone qui se recharge la nuit. Je me Mmh. retire, je me recharge, je prends soin de moi, je retrouve mon énergie. Génial. Qu'est-ce qu'on peut recommander ou conseiller à une femme qui souhaiterait aujourd'hui trouver l'amour et se mettre dans une forme d'énergie amoureuse? Alors, si elle se pose la question, c'est qu'elle voit des blocages, etc. Et donc, l'important, c'est, de se dire, et tu vois, dans Trouver ma place, il y a quand même tout un truc sur, donc je ne vais pas pouvoir tous les citer parce qu'il y a, je ne sais pas, 30 pages dessus, donc, mais en tout cas, pour chercher. On va chercher d'abord, dans notre enfance, tout ce qui a pu créer une croyance limitante sur l'amour, c'est nul. De toute manière, les hommes, c'est tous des cons et ils trompent toutes les femmes. De toutes les manières, on ne peut pas être heureux en amour. Si je tombe amoureux ou amoureuse, je vais avoir des problèmes parce que ma mère a tellement souffert, etc. Bon, voilà. Donc, on va se pencher sur notre enfance et sur tout ce qui a pu créer des croyances limitantes sur le fait que l'amour, c'est pas génial. Parce que l'amour, c'est génial. Et donc là, on peut le faire avec un thérapeute, on peut le faire en parlant avec des copains, des copines, on peut évoquer voilà, lire des bouquins pour essayer de comprendre par rapport à ma propre enfance, qu'est-ce qui a pu fausser les choses. Si par exemple mes parents se sont engueulés sans arrêt, que j'ai constamment vu mes parents s'engueuler, j'ai pu intégrer à l'intérieur de moi, l'amour, c'est dur, quoi. Hmm. Et quelque part, tout à fait inconsciemment, appuyer sur la pédale de frein et tomber que sur des hommes qui sont indisponibles. Tu dis une phrase qui est merveilleuse, c'est euh, la société est un miroir de ce qui nous tracasse, de nos propres peurs. En fait, on a beaucoup progressé en 1 heure dans la compréhension de tout ceci. On pensait que le problème était à l'extérieur, il s'avère être quelque chose qu'on doit chercher nous-mêmes. Et du coup, on peut se servir là, tu viens d'évoquer les peurs, les craintes, le sentiment de perte d'énergie. Tout ce que j'observe devient un indicateur sur tout ce qu'il faut que je travaille au fond de moi. Complètement. Euh, et après, chercher, ne pas s'arrêter à notre propre enfance, chercher dans notre famille pour qui l'amour a représenté soit une douleur, soit un danger, quelque chose où, imaginons, moi je me souviens d'une femme, sa mère, euh, sa mère est amoureuse d'un homme, elle couche avec le meilleur ami de cet homme-là pour rendre jaloux l'autre, elle tombe enceinte de l'autre qu'elle n'aime pas. Mon Dieu, mon Dieu. Elle se marie avec, enceinte. Hmm. Et cette personne-là, c'est la fille finalement de cet homme que la personne n'a jamais aimé. Donc,
en travaillant dessus, cette personne, la fille, tombe que sur des hommes indisponibles et n'a pas d'enfants. Et on voit quoi? Elle me dit, mais je rêverais d'avoir des enfants, etc. On voit quoi? On voit une mère qui dit, l'amour est impossible, et un enfant empêche d'avoir un vrai amour. Et la fille n'a pas d'enfant. Non, mais c'est barjot, tu te dis, c'est la croyance limitante de la mère a impacté la personne. Elle a fait un travail en disant, mais ce qu'a vécu ma mère, c'est pas moi. Elle est Autre tombée. chose, je sors de ma vie, c'était pas moi. C'est pas Je moi. récupère cette énergie. On est toujours C'est sur pas ma cette énergie volée. blessure. C'est pas ma blessure. C'est pas ma blessure. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ma croyance limitante. C'est terminé. Ce n'est pas moi. Cette personne est tombée amoureuse dans la foulée. Alors, c'était trop tard pour avoir un enfant, mais elle est tombée amoureuse, elle est toujours avec lui, ça fait 15 ans. Est-ce que certaines personnes sont irrécupérables? Tu te dis là, eux là, c'est trop compliqué au niveau énergétique, on n'y arrivera pas. Ou Non, est-ce qu'on a non, tous sa chance mais là-dedans? tous, absolument tous. Parfois, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, une grand-mère qui était folle amoureuse d'un homme qui est parti à la guerre, et ce grand-père, enfin, cet homme-là est mort. Bon, à la guerre. Elle a pu avoir la croyance limitante, cette grand-mère, que l'amour, le vrai, est impossible. Et J'ai une nous, question. Oui. petits enfants, de cette grand-mère, on se dit, mais au fond de moi, je tombe que sur des hommes indisponibles parce que l'amour, le vrai, est impossible. Et on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi, à l'intérieur de moi, l'amour, le vrai, est impossible. Voilà. Et il y a ce truc avec cette grand-mère que parfois on n'a jamais connu. Et donc, simplement le protocole 7 avec cette personne en disant, je porte plus ta blessure, ben ça va s'arrêter. Donc, mais il faut mener des enquêtes, comme tu disais très justement, pour chercher partout. Tu vois, un homme, imaginons un oncle dont on porte le prénom, bon, qui s'est marié avec une femme qu'il a aimée, mais qui finalement a trompé pour une autre femme, et il était fou amoureux, etc. Et puis, il n'a jamais pu mettre au jour cette femme. Finalement, son amour, il est caché, il ne peut pas être mis au jour. Et nous, finalement, on tombe qu'amoureux ou amoureuse d'hommes qui sont mariés et qui ne peuvent pas être mis au jour. Ben, là aussi, il peut y avoir un héritage transgénérationnel dont on peut se libérer. Il faut chercher. J'ai une question que j'ai gardée pour la fin. Et j'aimerais une réponse honnête dessus. Il y a parfois, on est parfois dans une situation, on a bien bossé sur soi, tout se passe bien, à part un problème à régler. Et puis malheureusement, il y a des fois où on perd de l'énergie dans notre travail parce qu'un patron peut aussi te bouffer, peut être Bien sûr, toxique déjà pour commencer. bien sûr, On peut avoir des amis qui sont pas forcément les bons. bien sûr. Et même plus proche de nous, on peut avoir un mari qui est pas exactement le bon dans Mm. notre vie. Est-ce qu'il est possible que certaines personnes achètent ton livre et réalisent, peut-être même parfois à deux, que finalement leur relation n'est pas dans le bon sens? Ou est-ce qu'on se guérit à deux? Est-ce qu'on se sépare en lisant ton livre parfois? Ben, j'ai envie de dire que parfois, heureusement, Heureusement, parfois heureusement. ah oui, heureusement. Tu sais, j'ai écrit Les blessures du silence, qui est un roman qui montre les mécanismes de la manipulation. Moi, et c'est autour de la disparition d'une femme, c'est une enquête. Moi, je me suis rapprochée de la police, la brigade, enfin, la police judiciaire, le 36 quai des Orfèvres. Et donc, c'est une vraie disparition avec plein de choses vraiment réelles et tout. Donc, on a l'impression que c'est une intrigue. Tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue cette femme et tout. On va découvrir à la fin. Mais tout ça est un prétexte pour raconter les mécanismes de l'emprise et tout ça. Et j'ai des personnes qui me disent, c'est fou parce que on me disait que j'étais sous emprise, on me disait que mon mari était toxique, etc. Je ne le croyais pas. Et en lisant Les blessures du silence, finalement, je viens de réaliser que tout ce que je trouvais normal n'était pas normal. Pour être tout à fait honnête, une amie m'a dit, grâce à ce livre, j'ai quitté mon mari et je suis enfin heureuse aujourd'hui. Ah bah tu vois. Et, et la toute dernière question, c'est... Attends, Excuse-moi. heureusement que l'on on ouvre les yeux sur notre condition parce que quelque part, il y a une tristesse infinie. Et donc, certains vont apprendre à se guérir ensemble et d'autres vont se séparer et tant mieux. Est-ce que tu dirais que c'est une bonne chose si les deux lisent dans un couple, par exemple, ce genre de livre pour progresser ensemble? J'ai une anecdote super sympa.
d'une femme un jour qui me dit on essaie d'avoir un enfant, on n'y arrive pas. Elle veut participer à un atelier. Je précise que je ne propose plus d'atelier pour le moment. Bref, et elle me dit, et mon atelier complet, elle me dit je fais une FIV le samedi, l'atelier le vendredi. Je dis bon, allez, ok, c'est complet, mais vous venez. Bon. Et puis elle participe pas à l'atelier. Et je dis bon, bah, vous me tenez au courant si jamais vous avez un enfant. Bon. Et puis rien, pas de nouvelles, que dalle. Bon. Et au bout de 6 mois, elle m'envoie un petit message en me disant bon, je ne suis pas tombée enceinte après l'atelier. Par contre, au bout de 3 mois, mon mari m'a dit mais je ne sais pas ce que tu as fait pendant cet atelier, mais tu as une patate que tu n'avais pas avant. Mais j'aimerais bien l'avoir aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait, quel protocole tu as fait pour retrouver ton énergie? Elle m'a dit, il est tombé enceinte. Je suis tombée enceinte le soir. Je suis tombée enceinte le soir même. Elle a Incroyable. fait les protocoles. Le soir même, je suis tombée enceinte. Et elle me dit, on vous dédie ces bébés. Donc c'était 3 mois après. Et donc les bébés protocoles, j'en ai un paquet. Et donc là, on voit bien que si le mari n'avait fait pas le taf, donc oui, c'est génial de faire à deux. Bien sûr, c'est top. Natacha, un grand merci pour le temps que tu m'as gentiment accordé aujourd'hui. Je vais mettre tous les liens pour te retrouver sur papier, en présentiel, sur tes réseaux aussi en dessous. Est-ce qu'il y a un rendez-vous particulier auquel tu tiens, auquel on peut inviter les gens à te rejoindre bientôt? Oui, alors vraiment la tournée, parce que je vais proposer vraiment dans cette tournée de prendre la main les personnes et qu'elles ne rentrent pas, qu'elles sortent différentes de la manière dont elles sont rentrées. Je vais inviter les personnes à repartir avec quelqu'un qu'elles ont peut-être oublié depuis longtemps, un petit enfant à l'intérieur d'elles qui n'avait aucun doute, qui avait plein de joie, qui pensait que tout était possible. Et je voudrais que chacune des personnes reparte avec ce petit enfant à la fin de la conférence. Et donc, voilà, il suffit de taper Caramba, Natacha Calestrémé, vous avez toutes les dates. Je mettrai le lien direct sous la vidéo. Ça va être un moment important. Et c'est pas simplement une conférence, c'est un spectacle avec lumière, son, régisseur, voilà, dans des grandes salles, des très grandes salles en France et en Belgique. Et aux États-Unis même. Un immense merci. Je te souhaite une très bonne journée et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Avec plaisir. Merci infiniment à toi, Antoine, et merci à tous.